Salut à tous et bienvenue dans le Triplex. Je suis Maxime, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné de Samy. Salut. On va faire un épisode bilan de cet été parce que aujourd'hui on a remarqué, tout en particulier sur cet été 2025, les voyageurs ne pardonnent rien. J'ai l'impression que c'est encore plus fort que les années précédentes. Donc Samy, toi qui nous as partagé au fil de cet été, tu nous as fait des vies ma vie qui ont été vraiment appréciés. On a eu plein de messages, merci à vous. Je te partage qu'on fasse ce bilan de l'été. L'idée, c'est pas de faire que le bilan, c'est également d'aller un peu plus loin et de se dire quelles actions on porte maintenant que la haute saison pour la plupart d'entre nous est passée. Et puis ce sera l'occasion pour ceux qui nous écoutent régulièrement, à la fin du podcast, on va également faire aussi les perspectives du podcast, se dire qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Samy, je sais que tu adores faire ça. C'est notre petit quart d'heure. On va essayer de réduire ça à 30 secondes de pub pour dire qu'est-ce qu'il est important de faire pour bien suivre le podcast. On va le faire rapidement. Abonnez-vous à la newsletter, lien en description. Ça va vous permettre d'être alerté des derniers épisodes, mais également des bons plans qu'on peut vous négocier au fur et à mesure de l'avancée du triplex. On reçoit de nombreux partenaires maintenant qui offrent certaines réductions, des mois gratuits sur des outils. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, comme ça vous serez informé de ces promotions, de ces réductions. Et n'hésitez pas également à noter le podcast, de préférence 5 étoiles, comme Airbnb. Ça nous permet de remonter dans les algorithmes de recherche. Voilà. Bon, super, je pense que tout est dit. Je te remercie Samy pour ce petit quart d'heure de pub qui m'a permis de relire mes notes pour savoir de quoi on allait parler. Déjà, première question, pas très factuelle, mais plutôt du ressenti. Pour toi, cet été 2025, qu'est-ce que tu dois en tirer? On enregistre, on est fin août. Fin août, on est le 26 août, 10h42 précisément, donc on arrive vraiment à la fin de l'été. Moi, il me reste encore 15 jours de calendrier plein, avec pratiquement 0 vacances locatives. J'ai 2 nuits, je crois, par-ci, par-là, mais on est à 98%. Là, pendant les 15 jours là qui arrivent, et après, ce sera la saison, on va dire, moyenne. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux en tirer de cet été? Déjà, record de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une bonne chose. On est là pour gagner également de l'argent, du cash flow et du chiffre d'affaires. Donc, vraiment un record. Les chiffres, on va les partager dans le Patreon, dans le podcast privé. Parce que en public, je préfère les garder, même si j'en dis des chiffres, je dis pas mal, mais on va les gagner, mais on est sur des dizaines de milliers d'euros ces 2 mois. Donc ça, c'est vraiment bien, sur 5 logements. Après, du coup, qui dit beaucoup de réservations, dit beaucoup de gestion également. Donc pas mal de ménages, j'ai eu pas mal de problème avec mon personnel de ménage au début de saison, qui s'est quand même réglé en partie en milieu, fin de saison, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à cette saison-là? Pas beaucoup de casses, tu vois, par rapport à d'autres années, en fait, j'ai pas eu énorme de casses ou des choses comme ça, donc ça va, et les gens ont été assez, on va dire, respectueux. Bon, des ménages... des rendus d'appartements qui sont pas forcément top, ça arrive, et après c'est pour ça qu'on a aussi une prestation ménage, donc il n'y a pas de souci, mais j'ai pas eu de casse plus que ça. Et en termes de ressenti, tu parles d'année record en termes de chiffre d'affaires. En termes de ressenti, je sais que c'est un bon indicateur chez toi. Est-ce qu'en termes de stress, c'est une année record ou pas? Ou est-ce que les années précédentes t'ont permis de mettre en place certaines choses En fait, j'ai toujours l'année dernière était quand même mieux parce que je venais de changer mon personnel de ménage et on rentrait juste dans le début de la collaboration, donc avec plein de motivation, tu vois. Donc ils ont fait au mieux, et j'avais une belle année en termes de gestion, même si c'est toujours, voilà. Moi, mes réservations, ça va être du 2 nuits, 3 nuits et 1 nuit pour les trous.
Donc ça enchaîne quoi. Ça peut être jusqu'à 5 départs dans la journée. Alors j'ai 5 logements donc voilà. Ça peut aller en termes de gestion assez intensément, même pour le personnel de ménage. Mais l'année dernière, alors c'est que moi j'oublie vite aussi. Hein. C'est que j'ai une tendance à oublier les problèmes. Donc l'année dernière, je trouvais que c'était un peu plus facile entre guillemets. Là cette année, un peu plus hard. Après, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce sujet. Les voyageurs ne pardonnent rien parce que bon, même si on a pris quelques jours de vacances, on a quand même eu l'occasion d'échanger. Et tu me disais quand même aujourd'hui, le moindre pépin, il faut aujourd'hui ils sont intransigeants. Ce qui s'entend, hein, c'est pas une critique du voyageur de dire et quand même il pourrait être un peu plus cool. Quand tu parles d'années records en termes de chiffre d'affaires, j'imagine aussi que tes tarifs à la nuitée peut-être aussi ont atteint des records. Voilà. Donc l'exigence vient peut-être aussi de là. Ça va de pair en fait. C'est en fait le prix à la nuitée augmente, donc du coup les voyageurs ont certaines exigences puisqu'on se rapproche. C'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus de prix d'hôtel, même si j'ai quand même une belle marge dans mon secteur. J'ai encore regardé les prix des hôtels autour de moi, à quelques mètres autour de mes logements. Il y a quand même une marge confortable, mais on se rapproche au fur et à mesure des exigences hôtelières du coup. Donc ça va de pair. Après, les voyageurs cette année, j'ai eu pas mal d'étrangers, plus que d'habitude. Parce que dans mon secteur, encore une fois, on a eu un award sur un parc d'attractions. Bref, on a eu un truc qui a fait venir des étrangers. Donc plus d'étrangers, plus d'Espagnols. Les Espagnols sont assez compliqués. Alors tout dépend. Il y en a qui vont être adorables. C'est de tout ou rien en fait. Les Espagnols, j'ai trouvé. Je trouve que c'est tout ou rien. Soit ils sont adorables, soit c'est les pires pestes entre guillemets. Ah ouais, putain, c'est dur. C'est dur. Les Hollandais aussi sont très très exigeants et très pointilleux. Enfin, Allemands aussi. Voilà. Et en termes de bonnes surprises, tu aurais une anecdote à nous partager? En bonne surprise? On va faire la bonne et puis ouais. On fera une mauvaise après pour attirer un peu le chaland. En bonne surprise, par exemple, non, c'est des messages que je reçois. J'en ai encore reçu un ce matin. Je vais le lire en direct. C'est des personnes qui sont arrivées tout à l'heure. Alors je sais pas s'ils sont arrivés tout à l'heure ou hier soir. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés tout à l'heure. Ils ont pris une nuit pour rien, mais je pense qu'ils veulent arriver tôt le matin. Ils m'ont dit bonjour, nous sommes bien arrivés. L'appartement est extraordinaire dans les moindres détails. C'est incroyable. Toute la famille est sous le charme. Merci également pour votre attention et à notre arrivée, puisque je leur avais laissé un petit panier repas. Pas panier repas, mais un petit panier gourmandise, parce que en fait, j'ai une réservation c'est combien? C'est 800 euros pour 4 nuits, et c'est au Lego. Et clairement, 800 euros, ça me paye 2 fois le crédit, quoi, pour une réservation. Donc, je me suis dit quand même que j'allais leur faire un petit truc repas, un petit truc sympa. Et après, ils me souhaitent une bonne journée. Donc, d'avoir des petits messages comme ça, c'est super bien. J'en ai eu un tout à l'heure encore pour un commentaire où la personne, c'est un Espagnol d'ailleurs, c'est celui-ci qui m'a dit non mais l'appartement, bien entendu que ça vaut 10 sur 10, c'était trop trop bien, on a adoré. Voilà, des petits messages comme ça fait trop plaisir. À côté de ça, on a aussi des messages où les personnes ne sont pas forcément contentes. Voilà, ça arrive. Et après, il faut prendre aussi sur soi et pas douter. Parce que moi, j'ai tendance, je pense que beaucoup d'autres sont comme ça, sauf les autres qui sont assez durs et assez froids, entre guillemets. On a beaucoup d'autres qui doutent de leur logement au moindre petite mauvaise note. Et moi, ça peut être mon cas, où je peux dire, putain, ouais, en fait, mon appartement, il est pas si bien que ça, etc. Alors que derrière, en fait, je peux avoir 5-10 sur 10 et que j'ai eu une mauvaise note, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ok, ouais, c'est toujours le côté compliqué de se détacher de ces logements. On l'a eu à plusieurs reprises dans le podcast. On a eu des invités qui nous disaient leur plus grande difficulté, c'était... alors, ils analysent pas ça comme une extension de leur maison, mais tu viens quand même dormir chez eux. C'est un peu... donc, il y a quand même un petit côté
un petit côté sensibilité. Bah, juste pour revenir sur ça, j'ai lancé l'épisode numéro 89 où là j'étais au bout de ma vie, hein, confessions intimes d'un loueur en location courte durée. Et comme tu l'as dit, on a eu pas mal de retours, notamment sur Instagram, et ça m'a permis d'aller checker du coup les comptes des personnes qui m'ont fait des retours et qui ont également eux-mêmes des comptes Instagram qui alimentent de leur vie de loueur en location courte durée. Et en fait, je me suis dit, je suis pas le seul. En fait, on est plein dans cette situation-là, en fait, des problèmes, etc. C'est vrai que on a tendance à culpabiliser un peu, à voir. Il y a des influenceurs, il y a des formateurs sur Internet, etc., qui te vendent la location courte durée comme c'est trop facile, quoi. Tu t'automatises et t'en entends pas parler. Alors que non, enfin moi je me dis putain mais alors on automatise, c'est la base, etc. On met en place les choses, etc. Mais quand même, si tu veux un minimum d'exigence, ben ça tourne pas tout seul. Pour ma part, hein, je vois ça comme ça. Et ça te fait douter, hein, avec des bootcamps, etc. T'inquiète, tu vas automatiser, tu n'entendras plus parler de ton appartement. Ben je me dis putain pourquoi moi j'y arrive pas quoi. Et en fait on est plein à être pareil, on est plein. Alors les formations pour l'automatisation, etc., c'est très bien, hein, c'est vraiment super bien parce que ça te permet de mettre les bases. Mais je pense qu'en fonction de ton exigence également, eh ben, tu vas devoir être plus ou moins derrière ton personnel de ménage, derrière ta communication, derrière pas mal de choses, quoi. Enfin, c'est ce que je ressens. Ouais, bah c'est moi ce que je vois d'un point de vue extérieur, tu vois, sur l'automatisation, c'est que c'est nécessaire. T'es obligé de le faire parce que bon, quand t'as qu'un seul logement, et encore, je pense que même avec un seul logement, t'es obligé d'automatiser un maximum de choses parce que sinon tu ne pourrais pas le gérer. C'est certain. Et donc du coup, l'automatisation, en fait, elle va te permettre de gérer des trucs que tu ne pourrais pas gérer autrement. Et qui ferait que ton modèle économique serait pas viable. Tu serais obligé d'embaucher quelqu'un. Moi, d'envoyer, par exemple, à chaque réservation, d'envoyer le message, d'envoyer un message, le guide d'accueil manuellement, etc. Bon, clairement, ça serait un travail à plein temps. Même avec le logement, ça serait un travail à plein temps. Quand tu vois le nombre de nuitées moyen qui est pris dans tes logements, il y en a qui arrivent encore à le faire quand ils font à la semaine, tu sais, ils vont faire le check-in, check-out, même physiquement, mais après, bah, ils sacrifient leur week-end sur la saison haute, hein, faut dire ce qui est, et même, j'ai envie de dire, entre certains qui font de la location courte durée, je pense que ne partent pas en vacances et vont partir plutôt en septembre, pour justement ne pas être focalisés sur autre chose. On le voit, nous, avec l'agence Macomimo, on a beaucoup de projets où les gens nous disent bah, plutôt en septembre parce que là, je suis focus sur mes LCD, c'est la haute saison, j'ai pas le temps pour mettre en place un site internet, je préfère le faire en septembre quand j'aurai plus de temps. Donc, on voit bien quand même que malgré l'automatisation, il y a besoin d'avoir du temps. Et puis, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais on parle de charge mentale, c'est très à la mode, de se dire, bah, en fait, tu as toujours dans un coin de ton esprit cette activité qui tourne, et tiens, j'ai pas eu, bah, comme tu disais, j'ai pas eu le message des gens qui sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés et machin. Donc, est-ce que je vais avoir des problèmes? Bah, je vais moins bien dormir, tu vois. Je vois ça comme ça, moi, d'un point de vue extérieur. Après, est-ce que on est tous pareils? Enfin, tous les autres non, on n'est pas tous pareils. Je pense qu'il y a certains autres qui souhaitent faire plaisir. Enfin, un peu dans mon cas où on est assez exigeant assez sensible aussi sur certains points, et donc du coup, on va se mettre des nœuds dans la tête. Alors que je sais que moi, j'ai des amis qui font de la location courte durée, qui ça les atteint pas forcément. Une mauvaise note, bah, ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, c'est pas grave, on passe à autre chose. Ce qu'ils regardent, eux, c'est le chiffre d'affaires et c'est comment ils peuvent améliorer leur chiffre d'affaires. Tu vois, c'est... Ouais, les indicateurs purement économiques. Voilà. Moi, c'est pas forcément mon principal indicateur, le chiffre d'affaires. Ça va être peut-être en second temps. Vraiment. Ah ouais, carrément. Ah non, moi, je préfère faire... Alors, bien entendu, on a des charges, on veut gagner de l'argent, et PriceLab, je l'arrête si je veux pas faire du chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, c'est très simple, et on veut toujours faire plus de chiffre d'affaires, ce qui est complètement normal, parce que ça coûte de plus en plus cher également. D'ailleurs, on a eu la petite surprise du Airbnb à 15,5% au lieu de 15% qui est passé hier soir. On a tous reçu le petit mail d'Airbnb en disant qu'ils augmentaient leur commission pour s'aligner du coup à je ne sais quoi. Sans nous demander, hein, donc ça fait 0,5% de commission en plus l'année, hein, ça fait un petit billet quand même. Donc on augmente notre chiffre d'affaires obligatoirement,
Mais moi, ce que je me dis, c'est que je souhaite faire de la qualité. C'est ma priorité parce que derrière, ça va se ressentir sur le chiffre d'affaires de toute façon. Ça va se Mm. ressentir. Donc, Et en parlant de qualité, ça me fait penser à une vidéo que tu as faite cet été qui est passée en réel sur notre compte Instagram, sur revenir aux fondamentaux. À la base, Airbnb, quand ça a commencé, les gens, ils venaient chez toi. Et tu disais, bah, en fait, Airbnb, aujourd'hui, ils viennent plus chez toi, ils viennent chez Airbnb. Non, il faut être très clair, hein, ils vont à l'hôtel. Booking, c'est encore pire, puisque Booking, c'est une plateforme hôtelière à la base. Et tu disais, bah, en fait, quand ils me prennent en direct, je retrouve ces relations humaines que j'avais au départ. Certes, j'automatise plein de choses, mais je retrouve ces relations humaines et ça me fait du bien, quoi. Donc ça, en fait, je l'avais expliqué, c'est Estelle, hein, ma compagne, qui, dans la voiture, on était dans la voiture, et j'avais reçu un message d'une réservation en direct, un petit message hyper gentil et tout. Je fais, les réservations en direct, c'est pas la même chose quand même, hein, c'est différent. Elle fait, tu vois, pour elle, c'était logique. Elle fait, oui, Samy, en fait, la réservation en direct, c'est comme le Airbnb d'avant, en fait. Les gens viennent chez l'habitant, ils savent qu'ils vont chez l'habitant, entre guillemets. Ils vont chez un propriétaire, le site est fait, voilà. Que Airbnb, c'est une plateforme hôtelière maintenant, ni plus ni moins. Donc du coup, les gens, ils attendent quoi? Des prestations hôtelières. Putain, ouais, en fait, t'as raison, en fait, de dire comme ça, oui. Et tu vois, moi, ça me fait changer un peu de vision sur le site de Reza en direct. C'est jusqu'à présent, j'étais là, faut avoir une image très pro, tu vois, sur le site de Reza. Et en fait, non, se dire, faut être pro carré, hein, parce que les gens vont quand même mettre leur carte bancaire, mais de personnifier, d'humaniser au maximum sur une page, dire vous venez chez moi, voilà ce que je fais, voilà comment j'ai eu l'idée, un peu de storytelling finalement très simplifié sur une page dédiée, et se dire tiens, je vais pas encore dans un énième truc froid, c'est quoi la différence, il y a bien sûr la différence tarifaire qu'on peut proposer, et encore que toi tu disais que t'en faisais pas forcément en direct. En direct, j'ai une petite différence en fait, mais je pense pas que ce soit ça que les gens viennent rechercher. Je sais pas. Le direct, ils viennent chez toi parce qu'ils ont été convaincus. Tu peux vendre différemment aussi tes logements, hein, sur le direct. Donc, il y a une différence de prix quand même. Il y a en fonction de la réservation, il va y avoir quand même une différence de prix qui va peut-être de 30, 40 euros, des fois un peu plus. Ça, c'est clair. Ah, quand même. Quand même, oui, parce qu'on parle il y a des grosses réservations des fois, donc du coup, il peut y avoir quand même une différence de prix. Mais après, je sais pas trop si c'est vraiment ça que viennent chercher les gens ou c'est autre chose, je sais pas. Et en termes de réseau en direct, est-ce que tu as là en tête, à grosse maille, ce que ça représente sur toi sur cet été? Alors, là, je pense que ça va pas être foufou, parce que en période d'été comme ça, j'ai les plateformes qui prennent bien plus le lead, parce que ils font les pubs nécessaires, voilà, leur marketing. Je vais regarder ça de suite. Puis comme tu disais, tu as peut-être aussi une clientèle étrangère qui du coup va passer par les plateformes pour réserver. Ça dépend. J'ai eu des étrangers cette année qui ont réservé en direct. Et pourtant, ton site est pas multilingue. Ouais, mais c'est clair. En fait, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un site multilingue avec les Chrome qui traduit automatiquement dans la langue définie, etc. C'est plus nécessaire. Ça peut être nécessaire pour faire du référencement sur un pays spécifique. Ouais. Mais maintenant, en fait, tout est traduit. Avec l'IA, maintenant, ils vont mettre en place de l'IA dans les navigateurs, et je pense qu'il n'y aura même plus besoin de tout ça, quoi. Là, j'ai fait 17%. Tu vois. Non, quand même, c'est pas négligeable non plus. 17% qui représente, alors, ça fait 17%, mais ça représente quand même 6000 balles, quoi. Donc c'est quasiment 1200 € de commission économisée, quoi. C'est ça. En gros, j'ai mon site de réservation qui est payé. C'était. C'est ça. Non, c'est vrai, hein. Non, mais j'allais dire, c'est limite le cash flow d'un appartement qui économisait, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est cool. Mais je rebondis forcément sur l'actu qui est tombée hier, hein, sur l'augmentation des commissions, hein, mais tout le monde semble surpris. Moi, beaucoup moins.
pour l'avoir vécu en travaillant dans une marketplace, qui est la même chose qu'Airbnb. Hein. Une marketplace, c'est la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs. Si un jour il y a quelqu'un qui dit maintenant la com elle est de temps, il peut y avoir une fronde. C'est eux qui ont les clients. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu veux qu'on en fasse un épisode en particulier ou alors on peut en parler même un tout petit peu maintenant et puis on en fera vraiment un épisode en particulier. On a eu, tu te souviens, le message il y a pas longtemps là d'une personne qui dit je comprends pas pourquoi il faut faire de la réservation en direct. Moi, ça va très bien avec Airbnb. Ouais, tiens, tu vois, ça c'est une très bonne ouverture sur. J'avais dit une fois que la saison haute est passée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la suite? Cette personne, ça m'avait surpris. J'ai pris le temps de lui faire un message assez long pour lui répondre sur Instagram parce que 5% disait, in fine, pourquoi s'embêter à avoir un site de réserve en direct pour gagner à peine 5% de plus? Justement, dans ce genre de cas, on voit toute l'importance d'avoir un autre canal de distribution, mais même au-delà. C'est-à-dire que nous, on va forcément faire la promotion des sites de réservation en direct via notre agence, mais également être sur Booking. Pourquoi pas Abritel. D'ailleurs, si les gens de chez Abritel nous écoutent, on aimerait bien vous recevoir pour justement, c'est une plateforme qui est pas si connue que ça. Pourquoi pas aller sur d'autres canaux, pourquoi pas des annuaires régionaux, enfin des choses comme ça. Un office de tourisme, on a reçu Cauterets, l'office de tourisme de Cauterets, ils sont sur la plateforme NP qui propose des réservations en direct. Certes, il y a des commissions à payer ailleurs. Il y aura tout le temps des commissions, il y aura toujours un coût. C'est normal. C'est le coût d'acquisition du client. Mais si on voit, en fait, on se rend compte que quand on diversifie ses canaux, on diversifie le risque aussi, on diversifie ses clients, on diversifie ses sources. Et donc, c'est pas seulement 5%, c'est se dire, ok, je vais compenser peut-être des fluctuations. Vous allez peut-être avoir un effet de saisonnalité sur Airbnb que vous n'aurez pas sur Booking, et donc ça viendra compenser. Vous allez avoir de la cannibalisation entre les plateformes qui va faire augmenter vos prix. Donc ça aussi c'est important et c'est pas seulement 5%. En fait c'est un écosystème global, mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. Tu vois, la location courte durée c'est pas fait pour tous les investisseurs immobiliers. Celui qui a envie de faire du patrimonial, il va pas se lancer dans la location courte durée parce qu'il aura peut-être pas envie de gérer un été comme tu viens de le faire. Et celui qui fait de la location courte durée, même si nous on le recommande, il a peut-être pas envie non plus de se casser la tête à avoir un site de réservation en direct, même si aujourd'hui avec tous les systèmes d'automatisation qui existent, c'est finalement très peu de travail par rapport aux gains que ça représente. C'est ça. On dit pas de faire 100% de ces résas en direct, ça serait une connerie. Clairement, on le dit, ça serait une connerie. Mais en fait, c'est d'avoir plusieurs plateformes, pas forcément Abritel aussi, parce que moi, Abritel, chez moi, ça fonctionne pas forcément, mais par contre, je sais que pour les étrangers qui vont, par exemple, dans le sud, etc., Abritel, je pense qu'ils ont des parts de marché. Voilà, identifiez les plateformes qui correspondent du coup à votre marché et mettez-vous dessus, dont la réserve en direct. En fait, la réserve en direct, ça vous permet aussi vous n'allez pas concurrencer Airbnb, vous n'allez pas concurrencer Booking. Il faut être complètement clair avec ça. Vous n'avez pas les mêmes moyens marketing, vous n'avez pas les mêmes moyens financiers pour les avoir. Par contre, le peu de réservations en direct que vous allez faire, 10, 15%, 20%, pourquoi pas 30%, on a des personnes qui font 30%, c'est du chiffre d'affaires en fait qui va être à vous, entre guillemets, et vous allez pouvoir toujours compter sur ça. Et c'est ça en fait qu'on veut dire. Ouais, et tu vois, ça me fait penser aussi, j'ai eu des clients et j'ai eu une question peut-être d'un futur client qui me disait le référencement, j'arriverai jamais à passer devant Booking et Airbnb sur Google. Ah oui, ça c'est, on va pas enfoncer une porte ouverte, hein. Ils mettent des millions, peut-être même plus, d'euros et de dollars en communication, en AdWords sur Google. Donc, il faut bien comprendre que vous passerez pas devant. Mais l'idée, c'est de passer devant les autres. Et même ne serait-ce qu'être présent. Parce que quelqu'un qui va trouver votre annonce sur Airbnb, il va peut-être la chercher sur Booking, sur Google. Idem. Voilà. Toi, tu as tes locations, ils ont des noms. Les gens vont dire ah tiens le studio le 4 saisons tac, je vais le chercher sur Google et je vais peut-être tomber sur des pizzas, mais
Mais ils vont chercher comme ça. Et puis après, il y a la fidélisation, hein. Franchement. En fait, c'est bien ce que tu dis parce que c'était quand? C'était mardi. Ce mardi-là, j'ai fait une interview avec Smobu. En fait, ils vont faire une interview sur mes logements dans leur site là. Ça s'appelle Succès Client, donc c'est trop bien ça, Succès Client. Et il m'a dit comment t'arrives à avoir des raisins en direct. Et c'est ce que j'ai dit, hein, ce que tu as dit. Et le nom de marque, en fait, je lui ai dit, mais en fait, moi j'ai un nom de marque qui fait que, et je le mets partout, bienvenue au, et je mets mon nom de marque dans mes annonces Airbnb, dans mon booking, en fait, j'ai mon nom de marque après tiré appart, nanana. Et en fait, grâce à ça, ils vont me retrouver. Ton nom, il doit être distinctif, etc. Ils vont te retrouver. Si les gens veulent vraiment aller chercher du prix, etc., tu auras quand même une différence de prix. Ils vont y aller. Et j'ai un ami qui est déjà venu dans le podcast. Je sais pas si je peux toujours dire son nom. Je sais pas il serait toujours d'accord. Donc on va pas le dire là cette fois-ci. Mais lui, il a une stratégie bien plus poussée que moi hein, en termes de nom de marque et tout. Mais il va loin lui. Hein. Et par contre derrière, je crois qu'il arrive à faire 50% de ses raisins en direct. Il utilise les plateformes pour les rebalancer sur son site de réservation. Et il est vraiment très fort. Il y a ça, et puis après, bon, je vous invite à écouter un épisode qu'on a sorti il y a très peu de temps sur les actions à mener en priorité pour valoriser son site de résa, mais la fidélisation, les flyers, ça c'est vraiment les cartes de visite dans le logement pour inviter à repasser en direct. Voilà. Ah oui, tu avais fait un épisode, c'est vrai. J'ai un épisode dédié. Alors, ça nous fait une transition super sur les actions à mener après cette post-saison, parce que moi, tu vois, j'ai noté un truc que tu as dit, c'est, alors t'as pas dit je suis un poisson rouge, mais j'ai tendance à oublier d'une année sur l'autre les mauvaises expériences, et je pense que tu n'es pas le seul. Je pense que c'est un facteur humain très très intéressant, la résilience. Mais du coup, si quand tu as eu mal, tu n'identifies pas les problèmes là où tu as eu mal, l'année d'après, tu auras mal au même endroit en fait, parce que tu auras oublié et tu n'auras pas agi. Et je me dis, est-ce que septembre, octobre, là, ce serait pas la meilleure période finalement pour agir ou à minima mettre en place un plan d'action sur ces locations courte durée? Il y a des trucs en fait après saison qu'il faut faire. C'est alors moi je lance toujours un grand ménage dans les logements à chaque fois. On vide l'appartement, on lave, on vide l'appartement, on lave tout de fond en comble. S'il y a des petits travaux de peinture, des trucs comme ça. Alors les travaux de peinture, des gros travaux, j'essaie de les faire quand même au mois de janvier, comme je l'avais déjà expliqué. Mais il y a toujours des coups de sac, des petites traces noires, des petits. Ça, on les règle dès le mois de septembre, dès que ça se calme. Voilà, dès que ça se calme, on les règle. Pour pas casser ton arrière-saison, en fait. Voilà, c'est ça. On essaye de nettoyer les trucs qu'on nettoie pas forcément derrière les tuyaux, des trucs comme ça. Là, on va essayer d'y aller en profondeur. Les couettes, on essaye de les laver au fur et à mesure également. Vraiment, je lance un grand ménage après la haute saison. Ça, c'est la base. Il y a des choses après que j'essaye de faire qui me prennent pas trop de temps, qui vont me prendre 2-3 jours de blocage d'appartement. Par exemple, là, j'ai pour le projet de changer une kitchenette dans un de mes logements que je trouve vieillotte, que je peux plus me la voir. Elle m'a pas été remontée dans les commentaires et tout. Au contraire, les gens disent que c'est bien équipé, etc. Mais moi, personnellement, comme je l'ai expliqué, je vais être fier de mes appartements et cette kitchenette qui est là depuis le début, je ne peux plus la voir et je peux pas attendre janvier pour la changer. Je vais lancer les travaux, voilà, ce genre de truc. Et après, il y a des points qu'on va pas pouvoir changer. Moi, dans les logements, je vais pas pouvoir mettre une climatisation dans tous les logements. Et pourtant, on a eu de la canicule, etc. Donc, peut-être que je vais me dire, peut-être que l'année prochaine, je vais peut-être prévoir plus de ventilateurs ou alors un autre système, climatisation mobile, par exemple, etc. Voilà. Ok. Ouais, parce que moi je me dis vraiment, c'est là où si tu oublies les remarques clients, tu vas pas forcément les lister, te faire un plan. Ouais, ce qui peut revenir souvent dans les studios comme moi j'ai près d'un parc. Donc c'est des petits espaces, on met 4 personnes parce qu'en fait ils viennent là pour la nuit pour dormir. Et il y a des personnes en fait qui trouvent ça trop petit, ils regardent pas les photos. C'est souvent sur Booking. Ils regardent pas les photos, ils trouvent ça trop petit, puis après, ils te le disent dans le commentaire, c'est un peu trop petit pour 4 personnes. Je suis d'accord, c'est pour 4 personnes, si tu vas y faire tes vacances, non, c'est trop petit. C'est clair. Pour dormir, ça peut passer. Après, tout dépend aussi de la personne. Moi, dormir dans un 20 mètres carrés pour 4 personnes, juste dormir, ça me va très bien. Il y a des personnes qui préféraient avoir un 50 mètres carrés parce qu'ils préfèrent être plus à l'aise. Ça, je peux pas le changer. Voilà, mon appartement, il est comme ça. Et c'est comme ça.
Ouais, c'est clair. Après, si c'est quelque chose qui revient souvent, peut-être prévoir une ligne ou deux pour détailler plus. C'est Une fait, photo hein. grand angle qui est trompeuse ou Ouais, non, ça c'est fait. Mais après, c'est que c'est les gens quand ils réservent, ben ils se rendent pas compte. Alors, ce que j'ai pensé faire, par contre, c'est dans mon guide d'accueil. Mon guide d'accueil, en fait, je l'envoie 3 jours avant l'arrivée des personnes. Et avec Smoboo, j'ai la possibilité, en fait, d'envoyer au fur et à mesure, enfin, de débloquer pas des accès, mais débloquer des parties au fur et à mesure de l'arrivée du voyageur. Donc, je me suis dit que pourquoi pas, à la réservation du logement, j'allais mettre une vidéo du logement en faisant le tour du logement. Voilà, le logement il est comme ça, il est équipé comme ça. Vous avez un canapé lit qui est là, qui s'ouvre comme ça. Comme ça, les gens, dès la réservation, ils savent où ils vont aller séjourner et ils Hmm. n'ont pas de surprise à l'arrivée du logement. Tu vois, ils n'ont pas de surprise, ils savent dès à présent comment va être le logement. Et s'ils sont pas convaincus du logement, eh ben ils ont la possibilité d'annuler. Parce que l'annulation est gratuite, je crois. Moi, j'ai mis une annulation 15 jours avant. Donc, ils peuvent annuler. Aucun problème. Tu vois. Hmm. Ouais, ça c'est une bonne idée. Et puis profiter justement de le faire maintenant ou peut-être le Voilà. prévoir aussi. Parce que agir là maintenant, c'est aussi se dire, bon, toi si ta basse saison elle est vraiment en janvier-février et que c'est plus intéressant de bloquer les logements à ce moment-là, mais c'est de se dire, ok, dans mon plan d'action, il faudra que je fasse ça à telle période parce que sinon, je risque d'avoir des problématiques. Mais il faut pas que je le fasse trop tard non plus parce que mes réservations pour juillet-août, elles sont peut-être faites en mars, tu vois. C'est Donc ça. il faut que les informations soient arrivées. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est un tip qu'on avait déjà donné, mais qui est hyper important. Ces vidéos, je le fais. Mais après, en fait, dès qu'ils reçoivent le guide d'accueil, ils ont accès à la vidéo. Et ils aiment bien, les gens, de se projeter, en fait, dans l'appartement. Ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. J'avais une question à te poser parce que tu vois, j'ai entendu plusieurs sons de cloche par rapport à cette question-là. C'est l'ouverture des calendriers anticipés à l'année prochaine. Je précise. Tu as un logement, il est ouvert juillet-août là. Mm. Euh, on a fait l'événement Booking Discover en avril-mai, je me rappelle plus exactement la date, où Booking préconisait d'ouvrir le calendrier le plus tôt possible. Mm. Moi, j'ai tendance à recommander, surtout à ceux qui font de la saisonnalité, qui ont de la saisonnalité forte, je pense notamment à les stations balnéaires, à ouvrir aussi pour l'année d'après, notamment quand on fait des locations à la semaine, pour se dire, les clients qui sont là, en fait, c'est pareil. Toi, tu dis, t'oublies les mauvaises expériences. Moi, j'ai pas envie que mon client il oublie sa bonne expérience et Mm. qu'il soit convaincu entre-temps d'aller ailleurs et que s'il a envie de revenir l'année prochaine dans le logement, qu'il se bloque tout de suite, qu'il aille pas Oh, ailleurs. ouais. Donc j'aurais tendance à dire ouvrez. Et l'autre jour, je suis tombé sur une communication. On va parler d'elle. C'était la newsletter de J'affiche complet qui disait en fait non, tu perds de l'argent parce que justement tu vas pas pouvoir ajuster tes prix parce que si ça se trouve la demande sera plus forte l'année prochaine. C'est quoi ton avis toi sur cette stratégie d'ouverture très longtemps à l'avance? Alors, moi, j'essaye dans les logements qui permettent d'avoir une capacité. Enfin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, des studios, tu peux y rester 2 nuits à 4 sans problème. C'est pour dormir, il n'y a pas de problème. Plus, je trouve ça trop petit, Mm. clairement. Donc, ces logements-là, en fait, je vais les passer toujours en 2 nuits ou une nuit, même la saison d'après. Par contre, comme tu as dit, j'ai des logements qui sont plus grands et ceux-là, je vais essayer d'avoir des 3 nuits dans ces logements-là pour avoir moins de roulement. Déjà, c'est la première chose. En termes de tarifs, après, moi j'ai PriceLab et je l'ai paramétré pour qu'il fasse, enfin, je l'ai paramétré pour que du coup, quand on a une période de date longue, je sais pas comment on appelle ça, ça soit à un prix maximum entre guillemets, mais dans la tranche que je lui ai donnée quand même, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, dans J'affiche complet, ce qui va me déranger, c'est que moi, mes studios, il y a un seuil psychologique de prix que je vais pas pouvoir dépasser. Enfin, clairement, mais même moi personnellement, peut-être ça se trouve, ça se louera, mais 200 € la nuit pour un studio, par exemple, je vais pas, enfin, psychologiquement, je serais très mal à l'aise de louer mon studio 200 € la nuit. Alors que ça se trouve,
il se louerait 200 € la nuit. Mmh. Donc du coup, il y a un seuil que voilà, je crois dans mes studios, ça va être 120, 130 €. C'est vraiment le seuil maximum où je vais être à l'aise. Et si je peux aller chercher ça l'année prochaine, je suis très content. Donc voilà. Donc du coup, en fait, j'ouvre mon calendrier avec un seuil maximum à ça. Et est-ce que par contre tu mets, je prends tes grands logements, est-ce que comme tu ouvres très à l'avance, tu dis bon bah là je règle pour juillet août, c'est 3 nuits minimum. Comme ça, je réduirai le nombre de nuitées, par exemple en janvier ou en février, pour avoir des 2 nuits. Mais si les gens veulent réserver d'une année à l'autre, bon bah c'est pour 3 nuits. Est-ce que tu appliques cette stratégie-là ou c'est trop complexe avec les outils de gestion actuels? Bah, en fait, quand c'est bloqué à 3 nuits minimum, en fait, t'as pas la possibilité de louer, de prendre 2 nuits. Donc, c'est bloqué automatiquement, à part si la personne m'appelle en direct et qu'elle se 3 nuits. Là, je lui débloque. On le fait, on le fait à la main et puis il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour le cas de saison et le Lego, j'essaye d'être à 3 nuits pendant les 6 premiers mois. Et après les 6 derniers mois, j'ouvre à des 2 nuits. Et puis des 1 nuit quand il y a des nuits orphelines, quoi. Ouais, ok. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut, alors je pense, alors pas au studio, mais je pense aux grands logements, aux maisons, à anticiper au maximum les réservations. J'avais lu un commentaire comme ça sur Instagram, et si possible en direct. Pourquoi en direct? Parce que là, vous allez prendre des acomptes ou des arts, ça dépend ce que vous voulez faire. Il y a une nuance entre les deux. Mais vous avez déjà un peu de cash flow qui arrive, ça peut être un peu intéressant pour faire les travaux pour l'été, à la basse saison. Et vous avez déjà verrouillé vos logements. Est-ce que c'est intéressant de prendre 1 an à l'avance sur les plateformes? Je sais pas, puisque vous serez payé que dans 1 an. Donc est-ce que ça a de son intérêt, sauf si ça te permet d'avoir des plages horaires, enfin des plages plus grandes. Mais est-ce que ça a vraiment de son intérêt de louer pour une nuit 1 an à l'avance, sachant qu'il y a les conditions d'annulation, sachant que... Ça, dans le calendrier, si tu loues une nuit comme ça, si c'est pas une nuit... Enfin, même, je me suis fait avoir. Les nuits orphelines, elles s'ouvrent automatiquement avec PriceLab, du coup, je les paramétrais comme ça. Et en fait, donc tu vas louer 2 périodes, tu as une nuit orpheline qui est entre les deux. Et après, en fait, tu peux avoir des annulations de tes périodes d'à côté. D'accord. Et donc, du coup, ça va être... par contre, ta nuit orpheline, bah, la personne, elle te l'a loué, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, que tu vas avoir une nuit entre deux périodes qui sont plus louées, puisque du coup, les personnes ont annulé entre-temps. Et ça peut te foutre un peu la merde dans ton planning, quoi. Donc, des fois, c'est de l'ajustement, on tâtonne. Après, on n'a pas la science infuse et puis on dit pas qu'on fait bien. Hein. Moi, je tâtonne. Hein. Je suis quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, mais des fois, bah, cette année-là, je me suis fait avoir plein de fois. Hein. Ah, mais c'est, tu vois, moi qui travaillais dans les trains avant, c'était la même question que de dire, je prends un Bordeaux-Paris, une ligne que je connais bien, à quel prix je mets le trajet Angoulême-Poitiers, qui est il y a 4 gares, on va dire, sur cette ligne. Combien je le mets? Est-ce que je le mets pas cher? Et dans ce cas-là, j'ai quelqu'un qui va s'asseoir sur ce trajet, mais du coup, quelqu'un qui ferait Bordeaux-Paris n'aura pas le siège de disponible, puisque sur les 2 gares intermédiaires, il y aura quelqu'un. Et donc, du coup, je me prive de chiffre d'affaires. Donc, c'est des questions, bien sûr, on se les pose dans l'hôtellerie, mais je fais beaucoup de parallèles avec les transports, parce que on était soumis aux mêmes problématiques. Ah oui. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des tarifs pour des segments de trajet ou des nuits isolées qui sont plus chers, limite, ou au même prix que des séjours entiers. Ouais. Pour justement éviter ce genre de truc. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner sur qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à quelqu'un qui nous écouterait? Il vient de vivre une grosse saison, il est fatigué. Des vacances. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu lui recommandes à la fois de faire pour ses logements, mais aussi pour lui? Donc prendre des vacances, si j'ai bien compris. Ouais, y a un truc qui me vient direct, c'est se faire plaisir, se récompenser. Alors, faut que je me récompense, faut que je le fasse moi-même. Hein. Mais en fait, tu vis une expérience assez intense, 2 mois intenses. Même ton personnel de ménage aussi, récompense-le. S'il a tenu le coup,
s'il y a eu des choses qui ont pas forcément été, mais quand même il a tenu le coup, il a été présent et t'as pas fait de dinguerie. Hein. J'ai vu Nathalie par exemple, on l'a fait venir, qui a des trucs thermales. Oui. En fait, là vient de vivre son personnel de ménage, enfin sa femme de ménage a disparu de la circulation du jour au lendemain avec ses draps, ses clés, tout. Elle n'a plus de nouvelles. Elle se retrouve dans la merde pour le roulement de ses logements. Et ça peut te ruiner, mais te ruiner une saison et te ruiner le moral. Elle a d'ailleurs un moral ruiné, etc. Donc si ton personnel de ménage a quand même été présent, même s'il y a eu des problèmes, etc., récompense-le. Invite-le au resto, donne-lui, je sais pas, donne-lui la pièce, on va dire, un truc en plus, je sais pas. La pièce. La pièce. Non, mais je sais pas, toi, les étrennes. Ça, on va en faire un réel, donne-lui la pièce. S'il nous écoute, il sera ravi en plus de dire tiens, il m'a filé 2 euros. Alors, quand je donne la pièce, moi, c'est pas la pièce, c'est des billets. Hein. Allez, Ouais, tu non, peux mettre ça en réel aussi. Ah, voilà, non, mais non, parce que si on nous prend au mot, après on va dire mais quel crevard. Non, quand je dis la pièce, d'ailleurs, j'ai déjà récompensé mon personnel des ménages pour le moment où je suis parti en vacances et là, je pense que je vais le refaire. Je vais le refaire du coup à la fin de la saison. Et après, toi aussi, récompense-toi parce qu'en fait, t'en as bavé. Du coup, comme ça, ce que tu vas t'offrir un voyage, une chose matérielle, j'en sais rien. Et tu vas dire voilà, je travaille pour ça aussi. Et moi, je te et donc moi, récompense ta femme aussi parce qu'elle a dû te supporter tout l'été. Cabriolet, tu vois. Là, je disais récompense aussi ta femme qui t'a supporté tout l'été, tu vois. Ah oui, c'est clair. Chez nous, c'est une affaire de famille. Hein. Il y a pas que Estelle. Hein. Il y a les enfants aussi. Hein. Les enfants, ils en peuvent plus de l'immobilier. Oh, on va encore aux appartements. Oui, on va encore aux appartements, voilà. Après, j'en ai marre de l'immobilier. Mais c'est important, mon fils, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça fait gagner de l'argent. Voilà, donc c'est bien. Non, mais sur ça, je te rejoins sur un truc que tu as dit aussi au départ. Tu sais, tu disais les influenceurs, les formateurs sur Instagram, ils vont te dire faut que tout soit parfait et tout. Et à côté de ça, là, tu vois, ils vont aussi te dire tout ton cash flow, il faut qu'il aille là, il faut que tu fasses ça. Tu vois, en gros, et te faire plaisir, en fait, tu vas culpabiliser. Mais ne culpabilise pas de te récompenser non plus. Tu fais ça aussi pour ça, tu vois. Après, il faut être sincère avec notre communauté. Nous, on a des relations par-ci par-là, et il y a beaucoup d'influenceurs, de formateurs. Je n'ai pas peur de le dire. Je dis pas de nom. Qui font des choses, voilà. Et en fait, leurs propres appartements, en fait, se louent pas tant que ça, en fait. On le sait, en fait. Donc, les conseils qu'ils donnent, en final, ils s'exagèrent à eux-mêmes. Donc, alors, on balance pas, mais bon, il faut être réaliste aussi parce que dans la communauté, on a beaucoup d'autres qui pas qui galèrent, mais qui sont impliqués, etc. Et moi, ça me fout des complexes. Et jusqu'au moment où on a fait le triplex et on a eu des relations par-ci par-là, et on sait la vérité derrière. Maintenant, voilà, on arrive plus à et ça, tu l'as dans tous les domaines. Hein. Tu l'as dans la location courte durée, mais ceux qui entreprennent, bien que je considère la location courte durée comme de l'entrepreneuriat, si tu as 3 vidéos de motivation avec le mec qui se lève à 4 heures du matin, qui va courir, qui va faire soulever 200 kilos de fonte, qui va réinvestir tout, enfin, tu vois, c'est le phénomène Instagram. C'est partout. En fait, sur Instagram, on montre. Il y a un réel que j'avais fait que j'ai jamais publié. Tu sais, je te l'avais envoyé, je voulais le refaire et tout, mais en fait, je me suis dit que je pense pas qu'il aurait été pas bien pris, mais bon. Et en fait, sur Instagram, on montre ce qu'on a envie de te montrer. En gros, on va te montrer les choses positives et ce sont très rares ceux qui te montrent les choses négatives également. Il y en a qui le font et c'est très bien. Mais en fait, on veut te faire rêver sur Instagram. On veut te montrer les belles choses et puis pourquoi pas après tu achètes l'atelier ou la formation. Bien sûr. Sinon, les gens ne cliquent pas. Mais oui, voilà, on est fait comme ça. L'humain est fait comme ça et par contre derrière, il faut pas oublier que c'est complexe, ça reste un métier. Alors, je suis chasseur immobilier aussi à côté, vous le savez, et j'accompagne des investisseurs dans la partie location courte durée. Et du coup, je leur dis, voilà, cet appartement-là va te rapporter tant. Par contre, tu n'as rien de conciergerie, il faudra payer, etc. Donc, on essaie de faire les calculs au plus juste, etc. Même si ça peut fluctuer, hein, mais
on fait les calculs au plus juste. Il y a personnes qui veulent gérer par eux-mêmes leur logement avec personne de ménage. Je fais oui, ok, ça c'est bien, il faudra que tu t'en occupes. Et je leur dis aussi que un même appartement dans une même résidence, il peut faire du simple au double. C'est le temps que tu vas y passer. La location courte durée est un métier, en fait. C'est une activité. Alors, pas au sens juridique du terme, parce que j'ai eu un souci aussi par rapport à ça. C'est une activité civile, c'est pas une activité commerciale. Aujourd'hui, en location courte durée, on est sur une activité civile, sauf si vous faites de la para-hôtellerie, etc. Mais ça reste une activité avec un chiffre d'affaires, avec des charges, etc. Donc, le temps que tu vas y mettre va être du coup le reflet de ton chiffre d'affaires pour moi. Voilà. C'est très juste. Écoute, j'aime bien ce mot de la fin. On a dit la rentrée, c'est aussi le moment de prévoir ce qu'on va faire à l'avenir. Comme je l'ai dit en intro, on va vous parler aussi un petit peu de ce qui vous attend avec le podcast. Alors, pas de révolution. On sera là toujours toutes les semaines. L'idée qu'on a en vous partageant ça, c'est de se dire qu'on va... Après, on sera toutes les semaines. J'aimerais bien faire un petit sondage. Non, moi, toi, t'aimerais bien toutes les semaines. Moi, j'avoue, on n'en a pas encore parlé sur ça. C'est vraiment, on va discuter de la suite du podcast ensemble. Est-ce qu'un épisode toutes les 2 semaines, ça pourrait être aussi bien? Je sais pas. En fait, il faudrait qu'on ait un espèce de sondage. Peut-être que les épisodes sont peut-être trop rapprochés aussi. Je me dis, moi. En fait, on se pose constamment des questions pour être le plus efficace possible. Exactement. Et avoir toujours du contenu intéressant à vous proposer. Et ça se trouve aussi, peut-être que 2 épisodes par semaine serait également bien, mais plus court aussi. Un épisode sur un sujet, une thématique, et un épisode aussi sur un parcours client, tu vois. Mais plus court, de 15-20 minutes par exemple. En fait, on se pose sans cesse, comme tu le dis, des questions. Je pense qu'il faudrait qu'on se fasse accompagner également par des gens qui ont fait des podcasts depuis des années et qui savent du coup ce qui peut fonctionner ou pas. On a aussi des retours par rapport à des gens qu'on connaît qui sont podcasteurs. Un podcast, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il faut que ça soit impactant également. Ah oui, parce que on voit l'épisode qui sort. On se dit, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais en fait, derrière, il y a, bien évidemment, on imagine la production, mais il y a toute la valorisation du podcast, trouver les invités, construire les épisodes. C'est énormément de temps. Et là, nous, on a cette chance, c'est qu'on enregistre beaucoup d'épisodes de manière digitale. On va en faire de plus en plus en présentiel. On en a enregistré 2 cet été qui arrivent. C'est beaucoup plus beau. Ça ne change rien à l'écoute. Quand vous êtes dans votre voiture ou vous allez courir, c'est plus pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou pour les shorts qu'on propose sur les réels, sur Instagram. Mais c'est une organisation encore plus complexe à mettre en place puisqu'il faut caler un agenda avec les invités, se rendre dans des villes différentes, bloquer des journées de travail complètes pour des épisodes. Donc c'est aussi ces changements qui vont arriver. Il va y avoir plus d'épisodes studio qui vont arriver. Donc vous pourrez nous voir sur YouTube notamment, comme vous avez pu nous voir sur l'épisode avec Vanessa Edorf, la directrice générale de Booking.com, où on avait l'occasion d'enregistrer en studio à Paris. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter toujours du contenu avec autant de valeur ajoutée, si ce n'est plus. Du contenu qualitatif en studio quand c'est possible, que ça s'y prête. Et puis après, sur les formats, peut-être qu'il y aura plus d'épisodes solo, soit Samy tout seul, soit moi tout seul, pour parler d'une thématique très précise sur... on a fait des tests cet été, typiquement. Vous pouvez écouter notamment un épisode la semaine dernière sur comment booster son site de réservation, Samy sur ton analyse du marché. On aura toujours nos épisodes duo parce qu'on aime bien se marrer tous les deux. Et après, on essaiera d'avoir toujours des invités experts pour venir parler d'une thématique. Et il y a un format qu'on va relancer, qu'on avait un peu mis de côté. C'est le format où c'est vous qui venez parler dans le podcast. C'est-à-dire une conciergerie ou un
un hôte. Un loueur, Euh, que et ce soit- pourquoi même un voyageur? Ça pourrait être pas mal, un Pourquoi voyageur pas un voyageur, qui va un, organiser, je garde dans ma tête d'avoir un élu, mais ouais, si j'ai bien compris, avec les élections municipales qui arrivent l'année prochaine, je crois qu'à partir d'octobre, tous ceux qui se représentent n'ont plus le droit de parler. Enfin, il y a des temps de parole. Bref, ça devient un poil plus complexe. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir des retours très proches du terrain. On l'a eu notamment cet été avec cette mini-série d'été qu'on a fait mmh, avec Clédos, donc avec Luc et Claudia qui sont venus parler de leur conciergerie qui faisait muter, avec Yann qui nous a parlé de son parcours d'investisseur et puis après comment il s'est tourné vers la conciergerie. Et je trouve que c'est des parcours qui, j'espère, permettent à chacun de s'inspirer. mmh. Donc vous allez pouvoir retrouver ces différents formats et peut-être un dernier en réserve sous réserve de trouver le bon interlocuteur, le bon sujet, que ça matche bien avec le podcast. J'aimerais bien, à titre perso, avoir des dirigeants de start-up, d'entreprises dans la location courte durée et même peut-être dans l'hôtellerie et aller plus large dans l'hébergement en général, qui viennent nous parler avec leur vision de patron. Comment ils ont trouvé un filon, enfin comment ils ont trouvé dans le marché quelque chose à exploiter et comment ils ont eu l'idée après d'un service ou d'un produit à mettre en place pour justement avoir des parcours qui puissent être inspirants dans la location courte durée et voir qu'en fait cet environnement, il se limite pas à l'hébergement, il y a tout un écosystème autour et donc si jamais vous êtes intéressé, vous nous écrivez Ou directement que vous connaissez aussi, une des personnes qu'on pourrait à nous interviewer recommander. qui vous inspire et que vous avez le contact, envoyez-les nous, ça serait vraiment super. Mm. Donc voilà, dans l'idée, tout ce qui vous attend et on va aussi, comme tu le disais Samy en intro, mettre aussi l'accent sur les bons plans qu'on arrive à vous négocier. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver sur letriplex.com, Ouais, sur la page bons plans. Vous pouvez retrouver, je vais citer nos deux partenaires que sont Smobu et Passepass, où vous avez justement des avantages exclusifs sur leur que ce soit pour tester ou même une fois que vous vous abonnez, mais on en a d'autres également. Vous cherchez du référencement, du référencement, un hébergement, pardon. Vous cherchez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme vous solution upsell, vous les, cherchez à les upsells, oui, Cozy Up. voilà, vous cherchez à faire un investissement immobilier, on a Imoscan, Voilà. En fait, toutes les solutions où les experts sont venus parler dans les épisodes, vous pouvez retrouver leurs solutions directement sur la page Bon Plan. Et là, vous avez accès à tous les tarifs. Vous avez accès à tout ça. Ça vous permet de bénéficier de bons plans. Et parfois, certains de ces bons plans permettent également au podcast de vivre, Oui. puisqu'il y a ce qu'on appelle de l'affiliation, en toute transparence avec vous. Donc, nous, il n'y a jamais d'affiliation sans contrepartie pour l'auditeur. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'y gagnez rien, nous on n'y gagne rien non plus. Voilà. En général, c'est Ouais. comme ça qu'on fonctionne. On ne profite d'affiliation que quand vous pouvez bénéficier d'une remise ou d'une réduction, que ce soit gagnant pour tout le monde, et c'est ce qui permet au podcast de vivre et notamment de louer des studios pour faire les enregistrements. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour, Samy. C'était vachement bien. Toi, c'est 1 heure. 1 heure. Moi, je vais un petit mot pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On le voit sur Spotify, Apple Podcast. Ça grimpe doucement mais sûrement. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, à nous faire confiance. On a des petits mots par-ci par-là et c'est toujours très agréable à entendre. Donc, je vous remercie sincèrement et on entame cette saison 3 avec beaucoup d'énergie et de motivation pour c'est quand même une 3e année. Hein. Ouais. Et là, il faut que tu me connais, je vais lancer toujours des petites dingueries à la fin. On va couper. Non, mais ça serait cool de créer. Tu vois, la communauté, on la voit pas en physique entre guillemets aujourd'hui, mais il faudrait qu'on ait un espace on puisse se réunir. Alors, on a le Patreon aujourd'hui, on a l'espace privé qui existe. On en parle pas souvent. Il est privé, mais vous pouvez retrouver du contenu gratuit dessus. Ouais, ça arrive. Il y a quelques vidéos gratuites sur cet espace-là et vous pouvez nous écrire en direct. Le lien il est en description. Mais ce qui serait bien, c'est peut-être avoir un WhatsApp, un Telegram, quelque chose qui puisse où on puisse se réunir en fait
et discuter de notre vie, notre vie d'hôte d'ailleurs. Hein, ça peut être ça, d'ailleurs, notre vie d'hôte, un truc comme ça, et qu'on puisse discuter tous ensemble. Alors, on sera peut-être pas à répondre à toutes les questions tout le temps, mais entre vous, vous pouvez peut-être vous entraider également. Parce que je suis assez souvent en ce moment sur les groupes Facebook Airbnb, et Airbnb, ils prennent cher. Hein. Alors ça, ok, on va terminer l'épisode, mais d'ailleurs, ça pourrait être un épisode, ça. Airbnb, ils sont passés du top au flop en ce moment. C'est pas forcément ma vision, hein, mais sur les groupes Airbnb, Airbnb, il prend sacrément cher. Hein. C'est plus l'Eldorado comme avant. Si tout le monde pouvait partir d'Airbnb, ils le feraient. Bon, ils partent pas parce qu'ils savent que les parts de marché sont à Airbnb et Booking, hein, mais ils prennent cher. Ils prennent très cher. Mais voilà. Bon, t'as lancé une idée comme ça. Et écoutez, mettez en commentaire de l'épisode sur Spotify. C'est une fonction, une fonctionnalité qui est pas très connue, mais on répond à tous les commentaires qu'on nous laisse. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous l'épisode, et puis on vous y répondra avec plaisir. Et dites-nous si vous êtes intéressé. Alors, sur le petit groupe privé là, on pourrait le faire sur Instagram. Je crois que ça s'appelle Thread, un truc comme ça. Ouais, Thread. C'est des groupes, ça, non? On peut discuter. Ouais, c'est Twitter. Bon, on va travailler dessus, Samy. Et puis, allez, on arrête. Merci à tous pour votre écoute, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode du Triplex, et restez bien à l'écoute parce que on vous a prévu des super trucs pour septembre. Je vous tease le truc comme ça, mais sans vous en dire plus. Restez à l'écoute, il y a des belles choses qui arrivent. Bye bye. Ciao.